Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis Elisabeth Ribou, déléguée générale de la Fondation Cœur et Recherche, une fondation qui est dédiée à la recherche cardiovasculaire et qui a été créée par la Société française de cardiologie. L'un des projets de recherche que nous soutenons est le projet de recherche Résoudre, qui traite de la mort subite du sportif et qui est porté par le professeur François Carré. Nous avons eu envie de vous réunir tous ce soir pour parler ensemble de la mort subite, pour répondre à vos questions et écouter le professeur Carré et les différents témoins. Donc, je vais tout de suite passer la parole au professeur François Carré qui nous parlera de la mort subite et du projet Résoudre. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de participer à ce moment d'échange, puisque le but de ce webinaire, c'est que ce soit quand même un échange entre vous et nous pour essayer d'avancer sur cette problématique de la mort subite qui touche le sportif. Alors, un petit rappel sur la mort subite. Tout d'abord, en préliminaire, je tiens toujours à rappeler quand même que faire une activité physique et sportive adaptée, c'est toujours bon pour la santé. Il ne faut pas, c'est un petit peu, vous savez, comme la problématique qu'on a avec le vaccin aujourd'hui, il ne faut pas non plus que les accidents qui arrivent, toujours dramatiques, oublient quand même que le fait de pratiquer une activité physique et sportive, c'est bon pour la santé. Il peut y avoir cependant, lors d'une pratique d'activité sportive, de façon pas si fréquente, vous allez voir, je vais vous donner quelques petits chiffres, des accidents cardiovasculaires, on en dénombre deux grandes classes, l'infarctus du myocarde et la mort subite. Il faut savoir d'abord que ce n'est pas le sport qui crée la pathologie, c'est le sport qui révèle une maladie sous-jacente. Et c'est là que c'est important, c'est d'ailleurs un peu pour là qu'on est là ce soir, parce que ça veut dire que s'il y a une maladie sous-jacente, peut-être qu'on ne la détecte pas tout le temps et que malheureusement, elle risque de se révéler par un accident plus ou moins grave. Alors, si on prend la population générale, il y a à peu près 40 à 50 000 personnes qui meurent d'une mort subite dans la population générale, pas lors du sport. Lors du sport, on considère qu'il y en a bien sûr beaucoup moins fréquemment. Ce qu'on appelle une mort subite liée au sport, c'est lorsque l'accident survient pendant le sport ou dans les 1 à 24 heures qui suivent. Pourquoi est-ce qu'on différencie 1 à 24 heures? Tout simplement parce que si un témoin qui assiste à l'accident et que la personne décède dans l'heure, ça fait partie de la mort subite. Et si jamais il n'y a pas de témoin et qu'on trouve quelqu'un qui est décédé éventuellement 24 heures après qu'il ait fait du sport, on peut le rattacher à cela. Ensuite, deuxième point important, on va différencier tout de suite les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. Pourquoi? Parce qu'avant 35 ans, il y a à peu près en France 1,5 morts subites pour 100 000 pratiquants. Et si jamais je prends les plus de 35 ans, là, c'est 4 décès, 4 morts subites liées au sport pour 100 000. Donc, vous voyez, à peu près 4 fois plus. C'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, la mort subite liée au sport, c'est une mort subite qui touche un homme avec une fréquence 7 fois supérieure aux femmes. Les femmes, c'est exceptionnel. Âgé de 45 à 50 ans et qui fait plutôt du sport de loisir. Bien sûr, je ne voulais pas préciser, quand on parle d'une mort subite liée au sport, ce n'est pas une mort subite traumatique, chute de cheval ou traumatisme sur un terrain de rugby, sur un terrain de foot, par exemple. Après 35 ans, c'est des causes d'infarctus du myocarde dans 85% des cas. C'est pour ça que l'étude Résoudre que je vais vous présenter rapidement, cette étude s'intéresse aux sportifs âgés de moins de 35 ans, puisque après 35 ans, on ne se pose pas énormément de questions sur la cause de l'accident. Avant 35 ans, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de causes. Il y a des maladies génétiques qu'on appelle des cardiopathies arythmiques. Ce sont des maladies cardiaques qui donnent des troubles du rythme qui peuvent provoquer l'accident, on va y revenir. Ça peut être quand les artères coronaires qui apportent le sang au cœur ne passent pas au bon endroit. Ça nous pose un grand problème parce que c'est très, très difficile à détecter avant l'accident. Et puis, ça peut être aussi des infections. Et dans la période épidémique actuelle que l'on vit, dans les infections virales, il peut y avoir des myocardites qui peuvent être aussi la cause de ces accidents. Dans tous les cas, de toute façon, la mort subite, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a une maladie cardiaque sous-jacente. Un jour, pour une raison X, Y, Z, parce que cette maladie, elle est là depuis des années, il va y avoir un trouble du rythme, une arythmie. Le cœur ne va plus battre régulièrement pendant un effort et va se compliquer d'un arrêt cardio-respiratoire. Et c'est l'arrêt cardio-respiratoire qui précède
la mort subite si jamais on n'intervient pas très rapidement. Alors, l'étude résoudre, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette étude résoudre? Parce que d'après ce que je vous dis, on a l'impression que tout est simple. Et en fin de compte, ce n'est pas si simple que ça, tout simplement parce que quand on regarde maintenant un peu plus finement dans les causes des maladies, des causes des morts subites avant 35 ans, eh bien, dans 40% des cas environ, on ne trouve pas de cause quand on fait une autopsie classique. Donc, si on ne trouve pas de cause, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas mis les examens qu'il fallait pour la trouver, cette cause. Et tout simplement, c'est parce que les maladies génétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y en a certaines où on ne voit rien en examinant le cœur. Il faut faire une analyse génétique des parois du cœur pour vérifier qu'il n'y a pas l'anomalie génétique qui n'apparaît pas visuellement, macroscopiquement, comme on dit, mais qui va quand même être derrière, une maladie sournoise qui va être derrière et qui va de temps en temps gêner l'électricité dans le cœur et provoquer cette arythmie qui est un trouble de l'électricité au cardiaque. Donc, on pense aujourd'hui que ces maladies sont fréquentes. Pourquoi on pense qu'elles sont fréquentes? Parce que dans une population générale, il y a une étude australienne qui a montré que quand on faisait une analyse génétique en plus de l'autopsie classique, on détectait environ 25% ou 30% de causes en plus. Donc, on se dit qu'on devrait arriver au même résultat quand on s'intéresse à la mort subite liée au sport. Et c'est pour ça que l'étude résoudre, c'est de là que l'étude résoudre est partie. Donc l'étude résoudre, ce qu'elle propose, c'est pendant 2 ans de recueillir les victimes d'accidents cardiovasculaires liés au sport avec un arrêt cardio-respiratoire. Parmi celles-là, il y en aura bien sûr qui auront eu la chance d'être réanimées, et il y en a qui malheureusement n'auront pas été ou ne pourront pas être réanimés. Et à ces victimes, celles qui sont décédées, proposer en plus de l'autopsie classique, rajouter une autopsie génétique et une analyse toxicologique aussi, puisque la prise de certains médicaments peut favoriser des accidents lors du sport. Et puis pour les sujets qui ont eu, les victimes qui ont eu la chance d'être réanimées, on fera l'analyse génétique pour vérifier quelle était la cause de l'accident, parce que nos examens, IRM, etc., ne pourront pas tout révéler. Donc, première idée, c'est affiner le diagnostic des maladies en cause dans la mort subite du sportif. Et deuxième idée qui en découle, c'est que si jamais on découvre une maladie génétique chez une victime d'une mort subite liée au sport, on pourra rechercher le gène, la mutation en cause, la mutation génétique en cause chez les frères et les sœurs éventuels de la victime. Et ainsi, leur proposer une prise en charge, un suivi cardiologique qui permettra d'éviter qu'un nouvel accident puisse arriver, surtout si les frères et les sœurs font du sport. Donc, c'est dans ce but que l'étude résoudre a été proposée. C'est une grosse étude parce que c'est une étude qui est nationale. On est arrivé à avoir une attitude œcuménique de l'ensemble des cardiologues, la médecine légale, c'est-à-dire les médecins légistes, les médecins qui sont spécialisés dans les autopsies, les services d'urgence, le SAMU, par exemple, qui va aller recueillir les victimes sur les lieux de l'accident. Donc, ça a été un gros travail déjà de mise en réseau. Actuellement, on est bien avancé sur le plan financier. On n'a pas le budget total de l'étude, mais on a quand même un budget satisfaisant pour commencer. Et je suis en train de franchir, ce qui n'est pas le plus simple en France, vous le savez bien, les étapes administratives pour avoir toutes les autorisations pour faire cette étude. Enfin, pour terminer, on a vu la mort subite. Est-ce qu'on peut la prévenir? C'est quand même la question. Je suis médecin, je ne suis pas là pour faire en sorte que les gens meurent, je suis là pour éviter qu'ils meurent. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir prévenir ces accidents qui sont toujours très dramatiques, surtout qui touchent quelqu'un, souvent, qui était en pleine forme? Le sportif, c'est la personne qui est en forme. Comment est-ce qu'elle peut s'écrouler tout d'un coup sur son vélo ou sur un terrain de foot ou bien sur une piste ou pendant un marathon? Toujours assez incompréhensible pour la famille et pour la population en général. Donc, pour la détecter, on a 3 possibilités. On a la visite d'absence de contre-indication au sport. Vous savez, c'est ce certificat que vous devez avoir quand vous voulez faire de la compétition. Et l'intérêt, c'est qu'on peut détecter des pathologies. Mais j'insiste sur ce point, si vous voulez détecter ces maladies dont je vous ai parlé, il faut qu'il y ait un électrocardiogramme. S'il n'y a pas d'électrocardiogramme, vous ne détectez que 15% des maladies. Si vous rajoutez l'électrocardiogramme, je dis bien rajouter, eh bien, vous en détectez 80%, donc c'est déjà mieux. Après, l'électrocardiogramme ne détecte pas tout. Et puis, cet électrocardiogramme nous pose un problème. C'est que quand je vois une anomalie,
je ne sais pas si la personne qui a cette anomalie a vraiment un risque. Puisqu'en fait, nous, on raisonne en risque absolu, mais je ne suis pas capable de dire que telle personne va avoir un accident. Donc, il ne faut pas croire que l'électrocardiogramme, c'est la clé miracle non plus. Et c'est un cardiologue qui vous le dit, donc ça veut vraiment dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt de ce côté-là. Aucun examen de la façon ne détecte tout aujourd'hui. Ne nous demandez pas l'impossible. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prédire à 100% les gens qui risquent d'avoir un accident grave cardiovasculaire pendant le sport. Deuxième étape, c'est l'éducation du pratiquant. L'éducation du pratiquant, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le sportif est persuadé qu'il est immunisé vis-à-vis du sport et que son cœur ne risque rien. S'il a un symptôme, il se dira toujours « ça ne peut pas être mon cœur, je fais du sport ». Alors qu'on n'a jamais dit que le sport interdisait de mourir. On a dit que le sport diminuait le risque d'avoir des accidents cardiaques. On n'a pas dit qu'il n'en avait aucun. Donc c'est très important, on pourra en reparler si vous voulez dans les échanges, mais il faut insister là-dessus. Et enfin, la dernière action qui est essentielle, ça rentre dans la prévention, même si l'accident est déjà arrivé, c'est les gestes de secours. En France, nous sommes très mauvais sur les gestes de secours. C'est-à-dire que nous sommes très mauvais parce que la population n'est pas formée suffisamment. On a à peu près 33% de la population qui est formée, vous vous rendez compte? À l'école, depuis 2004, c'est obligatoire. Il y a 55% des collégiens, la moitié seulement des collégiens qui sont formés actuellement. Et encore, ils sont formés une fois. Après, on n'entretient pas ces connaissances. Donc, ça ne suffit pas. Et la meilleure preuve, c'est que quand l'accident arrive, quand un sportif décède sur un terrain ou s'effondre pour un arrêt cardio-respiratoire, dans 85% des cas, il y a un témoin, il y a quelqu'un à côté. Eh bien, il y a à peu près 40% des cas, quelqu'un qui fait les gestes de massage. Et il y a 1% des cas où le défibrillateur est utilisé par le témoin. 1% seulement des cas. Donc, les 3 gestes appelés, les secours, masser, le massage cardiaque, défibriller, ne sont pas assez utilisés. On sait que dans les régions françaises où la population est formée, vous avez 40% de chances d'être réanimé. Dans les régions françaises où on n'est pas formé, la population n'est pas formée, il y a à peu près 4%, 10 fois moins de chances de réanimer le patient. Donc, il va falloir qu'on simplifie la formation. Il faut arrêter de donner des certificats comme quoi on a eu ces choses-là. Il faut que la formation soit simple. C'est très simple aujourd'hui, on pourra en reparler si vous le voulez. Et puis, surtout, n'ayons plus peur d'intervenir. On ne peut rien faire de mal à quelqu'un qui s'effondre. On peut faire qu'une chose, c'est le sauver. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter trop sur notre temps de partage. Voilà, Elisabeth. Merci beaucoup pour cette explication éclairante. Donc, on va passer la parole. Donc, après les témoins, vous pourrez poser toutes vos questions. J'insiste, si vous souhaitez poser des questions, écrivez-les dans le petit onglet QR. Et là, maintenant, je vais passer la parole à nos témoins qui sont des associations ou des patients qui nous accompagnent depuis le lancement de ce projet de recherche, qui sont là, qui sont très forts et qui, grâce à leur engagement, nous permettent d'avancer et de pouvoir faire évoluer ce projet. Donc d'abord, un grand merci à vous tous. Et je vais vous passer la parole et nous allons commencer donc par Arnaud Fay, qui va nous raconter son vécu. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Arnaud, donc j'ai 40 ans. Donc, je suis marié, papa de 2 petites filles, âgées aujourd'hui de 7 ans et demi et de 10 ans. Donc, j'ai été victime donc, en 2017, donc à l'âge de 36 ans, d'une mort subite, pour ma part, qu'on appelle ressuscité. Parce qu'en fait, donc, j'ai été réanimé. Et donc voilà. Donc, pour la petite histoire, à 36 ans, j'étais sportif amateur, mais un bon sportif quand même, avec une trentaine d'années de football à mon actif, avec des entraînements réguliers 2 à 3 fois par semaine, à jouer à un niveau quand même régional, des entraînements assez poussés. Et puis, petit à petit, pour lâcher un peu les crampons et profiter de ma famille, je me suis raccroché vivement à la course à pied, en fait, avec mon papa, qui est marathonien, pardon. Donc voilà, donc, tout allait bien jusqu'à ce jour du 8 octobre 2017 où je suis effondré à la ligne d'arrivée du semi-marathon Touraine-Court. Donc je dis bien après avoir passé la ligne d'arrivée. Donc
où là, j'ai rien vu venir, honnêtement. Donc, 2 jours avant, j'avais passé un test à l'effort chez mon médecin traitant, médecin du sport, avec, comme disait le professeur Carré, électrocardiogramme, donc, qui m'a validé mon certificat médical pour m'engager notamment au marathon de Paris que j'avais l'intention de faire en avril 2018 et différentes courses d'entraînement où je m'étais engagé aussi pour préparer ce fameux marathon de Paris qui me tenait à cœur. Donc voilà, après avoir passé ligne d'arrivée du semi-marathon que j'ai couru comme habituellement à semi-marathon à mon niveau sans trop d'entraînement entre guillemets en 1h45 et puis passé la ligne d'arrivée, eh bien, je me suis effondré. Donc je vous dis ça, mais c'est ce qu'on m'a raconté parce que je ne me rappelle pas. Et puis j'ai eu la chance de tomber devant la tente des secouristes en fait. Donc là qui ont pu intervenir directement sur moi, donc avec les massages de ce qu'on m'a toujours raconté, hein, parce que je ne me rappelle pas. Et puis ensuite, le défibrillateur, il me semble, du SAMU. Donc voilà, mis à part ça, mes premiers souvenirs sont juste mon réveil, où là, on m'explique que j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc après un transfert au CHU de Pontchaillou, où j'ai passé donc 15 jours en réanimation, au service réanimation. Donc la première semaine, on a essayé de comprendre en fait ce qui m'était arrivé. Donc on m'a fait passer des examens poussés au niveau du cœur pour essayer de reproduire cet arrêt cardiaque en fait, mais qui n'ont heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment dire, ils n'ont pas réussi. Donc voilà, la décision a été prise de m'implanter un défibrillateur en fait, un défibrillateur sous-cutané. Comme un peu, on va dire, un airbag de voiture, parce qu'aujourd'hui, même à ce jour, je n'ai pas encore l'explication de ce qui m'est arrivé. Donc, je suis suivi au CHU. J'avais eu la chance de rencontrer le professeur Carré la première semaine où je crois où j'étais hospitalisé pour justement, parce que la première question était est-ce que je vais pouvoir refaire du sport? À quelle fréquence? Quel rythme? Est-ce que je vais pouvoir encore faire de la compétition? Bon, bien sûr, aujourd'hui, la réponse est claire, c'est non. Plus de compétition, enfin, plus de barrières, plus d'objectifs, on va dire. Juste le plaisir, mais bon, c'est déjà un grand point de pouvoir refaire du sport. Donc voilà, donc on m'a implanté un défibrillateur. Après, j'ai duré 1 an. Je suis sorti de Pontchaillou au bout de 15 jours. On m'a dit de reprendre une vie normale. Dès l'instant où il n'y avait pas de traitement, aucun médicament à prendre pour le cœur, pour quoi que ce soit, rien. Voilà, on m'a implanté un défibrillateur et puis on m'a dit de reprendre une vie normale. Donc, j'ai repris une vie normale très, très douloureusement parce qu'en fait, je n'ai pas été accompagné. Il y a eu un petit couac, mais bon, ça, c'est qu'une petite parenthèse qui n'est pas très importante. Mais j'ai quand même duré 1 an en essayant de me reconstruire tout seul, en essayant de refaire de la marche. Voilà, enfin, j'étais vraiment essoufflé, enfin, j'ai vraiment eu du mal. Et puis, psychologiquement, ça fait bizarre aussi. Il faut dire ce qui est. Heureusement, j'avais ma femme et mes petites filles pour m'accrocher. Et puis, en fin de compte, au bout d'1 an, j'ai été en centre de réadaptation cardiaque à Rennes, en clinique, durant 3 semaines, et qui m'ont fait énormément de bien, qui m'ont appris à reprendre confiance en moi, refaire du sport progressivement, mais retrouver du souffle, tout ça, et surtout la confiance en soi. En passant aussi par la case suivi psychologique chez une psychologue parce que voilà, on se, on est un peu, on se sent un peu seul dans ces moments-là parce que c'est difficile de trouver des gens euh, qui ont eu la même chose que vous, hein, tout ça. Donc voilà, un grand soutien psychologique pour moi, mais aussi pour ma famille, hein. Donc voilà, puis 1 an après, donc 2018, la réadaptation cardiaque. 2019, grâce au défibrillateur que j'ai pu avoir, que j'ai aujourd'hui, on a décelé des arythmies en fait au niveau de mon cœur, donc qui me gênaient aussi un peu au quotidien, mais que je n'avais pas forcément détecté avant. Puis on ne se pose pas forcément des questions avant d'avoir cet accident-là, avant de faire un arrêt, parce que en étant sportif, comme le disait le professeur Carré, on se croit un peu invincible ou il ne peut rien nous arriver. Et ben si.
Donc voilà, donc une opération en 2019, voilà, pour régler toutes ces arythmies. Et puis depuis, rien à signaler, tout va bien. Donc voilà, donc le sport, c'est la santé, il faut faire du sport. Donc la seule thérapie que j'ai aujourd'hui, et que je suis encouragé par les médecins, c'est continuer à faire du sport, mais à mon rythme, pas de compétition ou quoi que ce soit, enfin, pas de compétition, on va pas aller se fixer des objectifs très très hauts. J'ai la chance aujourd'hui, donc je suis suivi au CHU à Rennes, donc en médecine du sport aussi, et donc là, depuis le mois de janvier, par exemple, on m'a enlevé ma limite pour pouvoir faire la course à pied. C'est-à-dire que après l'accident, je ne devais pas dépasser un certain rythme cardiaque. Et là, depuis le mois de janvier, là, donc c'est tout récent, étant donné que mon appareil ne s'est jamais déclenché depuis l'accident, aujourd'hui, je peux reprendre une activité, voilà. Mais bien sûr, tout en surveillant mon rythme cardiaque, voilà, pas se mettre dans le rouge, comme comme on sait le dire en termes de sport. Voilà, donc aujourd'hui, je reprends une vie normale. C'est pas facile encore tous les jours parce que l'appareil en lui est là. C'est pas un membre en moins, c'est un corps étranger qu'on a en plus. Bon, faut vivre avec, faut avancer. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu survivre à cet accident. Et puis, voilà, il faut voir la vie autrement, différemment, mais s'estimer heureux d'être là, même si des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis, la personne qui n'est pas passée par là ne peut pas forcément comprendre. Mais bon, après, ça, c'est chacun réagit comme il est, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc moi, je remercie en tout cas le professeur Carré, Elisabeth de la Fondation, que j'ai pu rencontrer et puis avec qui aujourd'hui j'arrive à prendre la parole un peu plus aisément qu'avant pour pouvoir justement encourager les gens qui ont eu cet accident, qui ont survécu, donc pour en parler parce que ça fait du bien. Ça fait partie aussi de ma thérapie aujourd'hui, c'est de pouvoir dialoguer et puis voilà, dire qu'aujourd'hui on peut reprendre une vie normale même après un arrêt cardiaque, même si c'est pas facile tous les jours. Donc là, donc je vous remercie. Merci Arnaud de ce témoignage très fort. Merci aussi de nous accompagner, d'être toujours avec nous dans nos différentes actions. Je vais passer la parole à Tina Blaise de l'association GHW. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Arnaud pour ce témoignage. Moi, je vais témoigner en tant que parent. Donc, nous avons perdu notre fils Pierre à l'âge de 31 ans, en 2012. Donc, une mort subite par arrêt cardiaque lors d'une course à pied de 10 km qu'il effectuait au profit de la Fondation Abbé Pierre, en foulée de l'immobilier. Il s'est effondré à 300 mètres de l'arrivée et il n'a jamais pu être ranimé, malgré le fait que les secours étaient sur place. Bon, voilà, malheureusement, il n'a pas pu être ranimé. Il n'était pas considéré comme étant à risque. Il était très sportif. Il avait vu un médecin quelques jours avant la course pour avoir son certificat qui n'avait rien détecté d'anormal. Donc, voilà. Donc, évidemment, nous, on n'a rien compris. Pour nous, ça a été extrêmement, extrêmement violent. Bon. Mais après, bon, au-delà de cette douleur et du choc violent pour toute la famille, moi, je n'ai pas pu me résoudre à accepter ce drame comme une fatalité. Et donc, dans les jours qui ont suivi, j'ai cherché des explications. J'ai consulté beaucoup de pages sur Internet. J'ai lu des thèses de doctorat, alors que je ne suis pas du tout médecin, je suis pas du tout de la partie. J'ai essayé de comprendre un certain nombre de choses, mais en fait, je n'ai pas trouvé vraiment d'explication. Et donc, moi, je cherchais comment on aurait pu éviter ce drame. Donc, en fait, je ne trouvais pas de réponse. Je me posais aussi la question de savoir ce que j'aurais fait si j'avais été présente à ce moment-là. Et malheureusement, la réponse était que je n'aurais pas su quoi faire. J'aurais été complètement perdue.
Mais bon, mes recherches finalement n'ont pas été vaines parce que j'ai découvert l'ampleur du sujet, donc les 40 à 50 000 décès par an, les jeunes sportifs qui décèdent aussi, 1500 sportifs par an, un taux de survie ridiculement bas qui était de 3 à 4%. Là, j'étais sidérée. Et puis, les pouvoirs publics, en tout cas en 2012, c'était pas du tout emparé du sujet. Donc, la question, c'était de dire comment faire pour que ce drame soit évité pour les autres familles et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver des vies. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait, j'ai décidé de créer une association parce qu'en fait, c'est plus, on va dire, c'est peut-être plus facile d'agir en tant qu'association quand les pouvoirs publics ne s'emparent pas d'un sujet. Et donc, nous avons créé cette association Global Heart Watch avec mon mari en septembre 2013, donc 1 an après le décès de Pierre, avec le soutien du professeur Jouven. Donc, le professeur Jouven est le directeur du CEMS, du Centre d'expertise de la mort subite, qui a été créé par lui en 2011 à l'hôpital Georges Pompidou. Et voilà, donc les objectifs de l'association, c'est sensibiliser le maximum de personnes aux gestes qui sauvent quand on est face à un arrêt cardiaque. Donc, c'est reconnaître l'arrêt cardiaque et puis agir, puisque la chaîne des secours, que ce soit le SAMU, que ce soit les pompiers, que ce soit les urgentistes, les cardiologues, tout le monde est unanime sur le fait que quand on agit dans les 3-4 minutes, on donne le maximum de chances de sauver la victime et que chaque minute qui passe, c'est 10% de chances de survie en moins. Donc, les gestes alertés, massés, défibrilés, des gestes simples, mais qui sont indispensables à connaître et que, comme disait le professeur Carré tout à l'heure, finalement, assez peu de gens les connaissent. Notre deuxième objectif, c'est de financer la recherche scientifique, donc grâce aux dons des mécènes et à l'organisation de soirées galas. Et puis, troisième objectif à ce moment-là, donc en 2013, c'était d'agir au maximum auprès des pouvoirs publics pour contribuer à faire avancer, à faire voter des lois. On voit qu'aujourd'hui, nos actions, mais aussi les actions des autres associations, ont permis de faire voter la loi sur l'installation des défibrillateurs dans les établissements recevant du public. Donc là, il y a une obligation maintenant. Il y a la loi plus récente de juillet 2020 qui porte notamment sur la création du statut du citoyen sauveteur, qui protège tout individu qui tente de sauver une vie. C'est-à-dire que l'avantage, donc cet individu sera protégé de poursuites éventuelles. Et l'avantage, c'est que les témoins n'auront pas peur d'agir. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui disaient, mais moi, j'ai peur de faire mal à la personne si j'interviens. Oui, mais enfin, la personne devant est décédée, donc il faut faire quelque chose. Donc, on ne peut pas lui faire plus de mal que l'état où il est quand il fait une mort subite. Et puis, donc en termes de réalisation, aujourd'hui, nous avons sensibilisé plus de 80 000 personnes, donc en organisant des événements de sensibilisation donc dans les gares, dans les entreprises, dans les établissements scolaires, dans les centres sportifs, les lieux publics. Nous faisons aussi avec un de nos partenaires de l'e-learning et puis nous avons aussi des vidéos puisque aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué d'organiser les événements présentiels. Nous avons financé la recherche scientifique à hauteur de 500 000 euros et nous soutenons bien sûr pleinement le projet de professeur Carré puisqu'il nous concerne directement. Nous avons aussi ouvert un centre en 2019 c'est un centre qui permet d'accueillir les survivants ou les familles qui ont été impactées par la mort subite.
Alors, pourquoi avoir créé ce centre? C'est parce qu'en fait, nous, quand ça nous est arrivé, on s'est retrouvés très, très seuls. Euh, voilà, une fois que bon, bah, tout était fini, on a été seuls. On n'a pas été accompagnés, mais vraiment du tout. Pierre était décédé sur la voie publique, donc voilà, on l'a pas vu tout de suite. Il a fallu attendre le lendemain, et après, on n'a pas du tout été accompagnés. Donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir accueillir des personnes qui ont envie de venir nous voir et puis les aider, parce que bon, souvent, ce sont des personnes en quête de sens. Donc, nous, on peut aider à transformer ce drame vécu en action positive et en projet autour de la cause. Voilà, nous avons aussi aujourd'hui un autre objectif, c'est d'aller encore plus vite et de sensibiliser beaucoup plus de personnes. Nous avons créé le label Territoire Remarquable. Donc, un territoire remarquable est un territoire où les élus locaux ou des représentants sportifs ou des représentants du secteur économique soutiennent notre action, font en sorte avec nous qu'il y ait le maximum de défibrillateurs dans tous les lieux publics, et surtout que les personnes qui résident ou qui travaillent connaissent les gestes qui sauvent. Et pour cela, donc, nous souhaitons fédérer autour de la cause donc, des associations locales afin que tous ensemble, on puisse avoir beaucoup plus de moyens pour aller plus vite et sensibiliser beaucoup plus de personnes et par conséquent sauver plus de vies. Et puis surtout faire augmenter ce ridicule taux de survie qui malheureusement reste toujours très très bas. Merci Tina. On se rend compte que les gestes qui sauvent et être formé à ces gestes, c'est hyper important. Indispensable. Et devenir un citoyen sauveteur, ça devrait être obligatoire. Je vais passer la parole à Laurent Salençon de l'association Fabrice. Bonsoir à tous. Donc, merci pour la création de ce webinaire. Je pense que c'est nécessaire d'informer sur le sujet, c'est très important. Et donc, merci de me permettre de témoigner. Donc, moi, je suis Laurent Salençon, je suis le président de l'association Fabrice. Donc, Fabrice, c'est un acronyme qui signifie fédérer et agir au bénéfice de la recherche sur l'information sur le cœur et sur l'effort. Et elle a été créée en 2003, donc suite au décès de mon frère, qui était cycliste professionnel. Il est décédé d'une mort subite dans son sommeil. Donc, il avait 23 ans. Voilà, à l'issue de son décès, nous, ça nous a paru comme une évidence de créer une association pour lutter contre ce phénomène qui, comme Tina le disait, a été soudain et inexpliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu nous aider et financer la recherche. Donc, nous, l'association Fabrice, plus précisément, elle a pour but de financer en fait, des projets de recherche sur la mort subite, comme le projet Résoudre. Et pas que, on avait également financé le club des cardiologues du sport. Et donc, on le fait par le biais d'organisations sportives, donc sportives, je veux dire, trail, run and bike, et également des défis solidaires. Donc, on récolte les fonds grâce à des sponsors ou des mécènes. Donc, par exemple, on a commencé en 2016 par Paris-Nantes en vélo, donc 24 heures non-stop de vélo. On a fait un run and bike de 100 km, on a fait un ultra-duathlon récemment avec 200 km de vélo et 50 heures en courant. On a fait le Tour de Vendée. Et notre prochain défi, il était prévu le 1er mai, mais bon, avec ce qui se passe actuellement, ça va être reporté. Donc, c'était de refaire le canal de Brest à Nantes en courant, en se relayant non-stop, jour et nuit, sur 2 jours. Et grâce à ce défi, on avait récolté 3 500 €, donc qui seront dans tous les cas reversés un peu plus tard quand on fera ce défi, je pense, vers octobre. On fait également de la vente aux enchères de maillots dédicacés de cyclistes professionnels. Donc en fait, on a encore pas mal de contacts de personnes qui sont encore dans le milieu et qui nous ramassent des maillots et pour lesquels on fait une vente aux enchères annuelle.
Ça nous a permis, donc, depuis notre création, de récolter 60 000 euros à peu près. Et on essaie de reverser 5 000 euros tous les ans aux organismes de recherche. Alors pourquoi le projet Résoudre, ça nous a paru comme une évidence. Déjà parce qu'on connaissait le professeur Carré qui suivait mon frère. Et parce que je pensais que c'était une des recherches qui pourrait nous apporter un élément de réponse. Donc voilà, on fait également des actions de prévention par la formation de gestes de premier secours. On participe à un dispositif qui s'appelle le dispositif secoureur, qui est créé par l'UFOLEP et qui consiste en fait à porter un défibrillateur sur notre sac à dos en courant pour qu'on puisse agir rapidement sur les courses. Et on fait aussi également la diffusion des 10 règles d'or de la bonne pratique du sport dans tous les événements où on peut participer, quoi, par la distribution de tracts, dépliants, tout ça. Donc voilà. Voilà ce qu'on fait au sein de l'association Fabrice. Merci Laurent. Merci pour tout ce que vous faites. Je vais passer la parole à Virginie, qui s'occupe de l'association Sébastien. Bonsoir à tous. Donc du coup, on a fondé l'association Sébastien en 2016 en hommage à mon grand frère qui nous a quittés en 2005. C'est vrai que le laps de temps est assez important, c'est ce qu'on nous pose souvent la question. Je rejoins un petit peu les différents témoignages. C'est vrai qu'en 2005, on était on avait des questions sans réponse. On était vraiment un peu comme tout le monde, seul face à ce drame. Et donc, du coup, j'ai une douce pensée à M. Kando, qui s'occupait de l'association 14, qui malheureusement est décédé récemment et qui nous a un petit peu accompagnés dans ce deuil et dans ces démarches, et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, et en 2016, on s'est dit, on avait un peu plus de réponses à nos questions, et on s'est dit, il faut qu'on agisse. Et c'est ce qu'on a fait en créant l'association, qui a pour but principal, c'est de sensibiliser les gens, les citoyens aux gestes qui sauvent, équiper les établissements publics de défibrillateurs. Chose qu'on a faite, surtout sur ma commune. On a fait un gros travail pour qu'en 2011, tous les complexes sportifs soient équipés de défibrillateurs, chose qui est faite à l'heure d'aujourd'hui. Et là, récemment, il en manquait un sur une infrastructure. On l'a financé avec des dons qu'on a reçus, aussi avec des actions qu'on a mis en place. Et prochainement, on va continuer à mettre des sensibilisations aux gestes qui sauvent avec d'autres communes dans les villages olympiques, parce que beaucoup d'événements vont se mettre en place avec les JO de 2024. Donc c'est vrai qu'on est très accentué au niveau du sport. Vraiment inciter les sportifs, même les citoyens aux alentours de ne pas avoir cette peur et cette crainte d'agir. Comme disait le professeur, on ne peut pas faire de mal, on peut sauver des vies. Donc vraiment, on incite les citoyens à agir s'il y a quelque chose qui se passe devant eux, vraiment ne pas avoir peur. Et voilà, on rejoint un peu tous les témoignages, et on essaye au maximum d'aider la fondation comme on peut. Et la recherche aussi. C'est vrai que ça a pris un peu plus d'ampleur en plus. Moi, en 2018, j'ai subi une très grosse crise de tachycardie. Donc, c'est vrai qu'on a mis un gros coup de fouet avec nos actions, parce qu'on voulait vraiment chercher s'il n'y avait pas un lien entre ce que mon frère a eu et moi, ce que j'ai eu là en 2018. Donc, vraiment, si ce projet Résoudre, on le suit de très, très près, et on espère vraiment trouver une solution à ce phénomène. Il faut vraiment que ça cesse. Parce que c'est pour nos enfants, pour nos jeunes, pour l'avenir, c'est vraiment important de trouver. Ou à faire le geste qui sauve. Merci Virginie. Et vous faites beaucoup de choses, et on voit sur les réseaux tous ces messages que vous passez, toutes
les actions que vous menez. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Xavier Foucoin qui nous suit là depuis le début, qui a eu cette énergie incroyable avec le Tri Social Club. Donc, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, Xavier Foucoin, 41 ans, sportif amateur également comme Arnaud, triathlète. C'est la discipline aujourd'hui que je réalise. Moi, comparé aux autres témoignages qui ont été réalisés, c'est vrai que c'est tout récent. On va dire notre histoire, parce qu'on est tous ensemble avec la famille. J'ai perdu un ami en 2017, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, est ressurgi un peu aussi le décès de Fabrice, parce que Fabrice, indirectement, je l'ai connu. Et quand j'ai su qu'il était décédé, parce qu'on a couru ensemble un petit peu également, et je me souvenais de Fabrice. Et donc, Olivier est décédé, mais ça s'est passé en 2 temps, en fait. Mi-novembre, donc de l'année 2017, Olivier a eu un premier malaise cardiaque sur la route en faisant un entraînement de course à pied. Il faisait tout simplement du 30-30 et puis au bout du 30-30, il s'est effondré sur le bas-côté de la route. Par chance, une personne était là et il a pu être amené aux urgences assez rapidement. Il s'en est sorti. Ça aurait pu rester là, mais en restant plusieurs jours aux urgences et en soins intensifs pour rechercher les causes, malheureusement, au bout d'un certain temps, ils n'ont rien trouvé et donc ils l'ont laissé sortir. Et voilà, la vie a continué pendant plusieurs semaines. Sauf qu'au bout d'un mois, malheureusement, Olivier est décédé dans son sommeil. Justement, il est décédé dans son sommeil. C'était un énorme choc, puisqu'Olivier, je le connaissais depuis, on va dire, très peu de temps, mais on avait la même passion, on va dire, du triathlon. On a commencé quasiment le triathlon quasiment à un an ensemble. Donc, on a progressé ensemble, on s'entraînait ensemble, et ça a été un véritable choc. Arrive donc on va dire le deuil et cette incompréhension. Pourquoi lui? Il avait 29 ans, je ne vais pas préciser son âge, il avait 29 ans et il allait être papa au mois de janvier de l'année d'après. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai cherché des associations, mais je ne voyais pas. Et puis un jour, je ne sais pas, ça devait être on va dire le bon jour. Je lis les informations sur Ouest France et je vois un article du professeur Carré. Et son article m'a directement touché. Et c'est grâce à cet article-là, et donc du professeur Carré et aussi de la fondation, que du coup j'ai contacté la fondation. Parce qu'en fait, on voulait aider la famille à savoir pourquoi. Parce que rien de tel que d'avoir un frère qui est parti, on ne sait pas pourquoi. Et comme d'autres témoignages, comme Tina, on ne savait pas pourquoi il était parti, donc on avait besoin de savoir. Et aussi de se rassurer, parce que Olivier allait être papa, son enfant est né courant janvier, le 18 janvier. Il a une sœur et il a un frère qui est aussi un sportif, qui fait du triathlon. Et il fallait faire quelque chose, il fallait que je me bouge. Donc du coup, j'ai contacté la fondation et de là est venue aussi l'idée, puisqu'en parallèle, on va dire en sa mémoire, on s'est lancé dans une aventure triathlète. On a souhaité faire notre premier Ironman tous les trois, c'est-à-dire Thierry, Damien et moi. Et dans le but, c'est bien, on fait un triathlon, c'est bien pour soi, mais il fallait qu'on fasse quelque chose aussi pour la fondation. Donc en gros, on a fait notre triathlon et on a vendu nos kilomètres réalisés. Et ainsi, on a pu faire monter une cagnotte et remettre la cagnotte à la fin à la fondation.
Donc, suite à cela, donc, le professeur Carré a vu la famille, toute la famille, ont essayé de chercher à comprendre. Ils ont eu certaines réponses à leurs questions. Ils ont été suivis et surtout apaisés aussi. Ça les a certainement apaisés aussi d'être accompagnés, de ne pas être seuls, d'avoir des réponses à des questions. Et mine de rien, la Fondation, c'est vrai qu'elle nous a aussi aidés dans notre événement. Et puis malgré tout, le sport, c'est la vie. Il faut faire du sport. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens, on va dire, c'est qu'Olivier, il est parti. Et aujourd'hui, notre but, on va dire, parce que ça, c'est fait petit. Donc ça, c'est un petit cadre qui résume notre épreuve qu'on a fait, c'est en brun. Donc on a fini en brun tous les trois. Et c'est de faire vivre sa mémoire, on va dire, et en parlant des gestes qui sauvent, en parlant aux gens pour n'hésitez pas, faites du sport. C'est vrai que le confinement nous a posé aussi beaucoup de soucis pour faire du sport, parce qu'on était un peu limité, on va dire, dans notre rayon d'action. Ça fait plaisir de voir aussi des gens refaire du sport. Certains nous demandent aussi des conseils. Est-ce qu'on peut refaire du sport gentiment, machin. Enfin, on essaye de les aider, mais aussi on leur dit que le sport, c'est la santé. Voilà. Donc, je remercie au professeur Carré, merci aussi à la Fondation d'être présent et merci. Merci, merci à vous tous d'avoir témoigné ce soir parce que c'est pas toujours simple de prendre la parole. Merci vraiment de nous accompagner et puis d'être dans cette énergie incroyable, cette volonté d'agir et de nous accompagner et de participer, de soutenir le professeur Carré pour trouver des réponses. Donc, encore un très grand merci parce que je pense qu'aujourd'hui, tout seul, on n'arrive pas à faire grand-chose et vous êtes là avec nous et c'est assez incroyable. Après tous ces témoignages très forts, je vais repasser la parole au professeur Carré. On va commencer les questions. Donc, il y avait toute une série de questions qui ont été posées avant le début du webinaire. Donc, on va commencer par ces questions-là. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les questions-réponses après cette première série de questions. Donc, professeur Carré, là, je vais vous poser la première question. Donc, c'est quel est le suivi actuel de vos patients qui ont vécu une mort subite? Alors, en fait, le suivi actuel est très individualisé puisque, comme vous avez pu l'entendre, il y a des causes variées. Par exemple, si on prend l'exemple d'Arnaud qui a un défibrillateur mais qui n'a pas de cause précisément connue actuellement à son accident, on va le suivre régulièrement avec des bilans cardiologiques, des tests d'effort. Comme vous l'a dit, ça nous permet aussi. Moi, mon but, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est surtout pas d'interdire le sport à tout le monde, c'est de laisser tout le monde la possibilité de faire du sport, mais du sport adapté à ce qu'il peut faire. Donc là, on a levé un tout petit peu les barrières. Là, ce n'est pas moi, c'est mon successeur, le professeur Schnell, puisque j'ai arrêté mon activité de clinique. Je ne poursuis que la recherche actuellement et l'enseignement. Et donc, dans ce cas-là, dans l'immense majorité des cas, de toute façon, le suivi de quelqu'un qui a eu une mort subite, c'est suivi cardiologique annuel. Et en fonction du bilan qu'on fait, il y a échocardiogramme, épreuve d'effort, éventuellement IRM cardiaque, Holter, c'est-à-dire ce petit appareil qui enregistre votre cœur pendant 24 heures, et bien on adapte notre traitement. Hein. Pour l'instant, voilà. S'il y a une pathologie qu'on trouve, bien sûr, on va proposer un traitement à cette pathologie. Très bien, merci. Deuxième question, êtes-vous sur une éventuelle piste génétique? Non, alors nous sommes. D'abord, je ne suis pas généticien, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis cardiologue et médecin du sport, je ne suis pas généticien. Je me suis formé, j'ai appris un peu la génétique, mais on aura dans l'étude Résoudre le meilleur laboratoire français de génétique sur le plan des morts subites chez le sportif, parce qu'il y a d'autres laboratoires qui sont très compétents ailleurs. Mais il n'y a pas une piste génétique. Il n'y a pas une piste génétique.
on doit… L'avantage de la génétique, ça devient facile si jamais on a une piste, un petit peu pour répondre à votre question. C'est-à-dire que si jamais on trouve chez quelqu'un qui a fait un arrêt cardio-respiratoire ou une syncope, tout simplement, on n'est pas forcé de mourir, on peut faire une syncope liée à une maladie génétique. Si on trouve la mutation génétique, on va la chercher chez les frères et les sœurs. Donc là, c'est facile. Sinon, dans l'étude qu'on va faire dans Résoudre, non, on va screener. Il y a maintenant possibilité de faire un screening général qui permet de détecter toutes les pathologies connues. Connues, ça veut dire qu'il y en a qu'on ne connaît pas encore, il y a des mutations qu'on ne connaît pas, et de détecter si ces pathologies, on les retrouve ou on ne les retrouve pas, et ainsi intervenir. Donc, il n'y a pas une piste génétique particulière, et ça me permet de revenir sur les deux des cas qui ont été décrits précédemment par les témoins, qui ont été formidables, entre parenthèses, je n'ai pas eu le temps de leur dire, mais je pense sincèrement, eh bien, c'est les décès lors du sommeil. Ça vous surprend, mais en fait, dans la population générale chez les jeunes, dans 40% des cas, les jeunes meurent pendant le sommeil. Même pas les sportifs, en général. Et on retrouve le même pourcentage chez les sportifs. Et ça, le décès pendant le sommeil, c'est une cause génétique. Hein? Donc, là aussi, c'est des pistes qui peuvent nous aider un petit peu. Donc non, on est encore vraiment au balbutiement au niveau génétique, même si on a maintenant des moyens énormes, la piste pour trouver le gène en cause, c'est encore très compliqué. Merci. Troisième question, quels traitements sont à ce jour pour vous les plus efficaces? Alors, les traitements les plus efficaces aujourd'hui, je parle dans le cadre de la mort subite chez quelqu'un qui n'a pas de pathologie. Je vous dirai un petit mot quand il y a une pathologie. Quand il n'y a pas de pathologie, le traitement le plus efficace pour prévenir la survenue de l'accident, c'est les bêta-bloquants, comme classe de médicaments, et, quand c'est indiqué, le défibrillateur. Et ça me permet aussi de revenir sur ce qu'a dit Arnaud et ce qu'a dit aussi Madame Blaise. Je crois que c'est très important. C'est que nous avons, enfin moi, quand je dis moi, pas François Carré, notre équipe, on a vraiment appris qu'on n'avait pas été très bon au niveau de l'accompagnement. J'ai eu un footballeur professionnel à qui j'ai dû faire mettre un défibrillateur que je connais bien et qui est venu me voir en me disant « c'est super, vous faites, c'est super, par contre on est très seul après le défibrillateur ». C'est exactement ce qu'a dit Arnaud et notre équipe, on l'a retenu. Maintenant, on a un psychologue dans notre équipe et chaque fois qu'il y a d'abord arrêt du sport, défibrillateur ou pas, eh bien, on le fait suivre. Et vous voyez, les malades nous apprennent plein de choses aussi. Il faut qu'on sache le reconnaître. On n'a pas été bon sur l'accompagnement, ça c'est vrai. Et dans les familles, encore pire, je pense. Bon, c'est une parenthèse. Hein. Donc, bêta-bloquant et défibrillateur, voilà les deux médicaments qui sont les plus efficaces pour prévenir une récidive de mort subite. S'il y a une maladie sous-jacente, il y a des médicaments spécifiques. Merci. Quatrième question, avons-nous plus de recul sur les signes qui pourraient alerter pendant les examens? Alors, pour simplifier les choses, dans les règles d'or dont a parlé Laurence Alençon, puisque ce sont les règles d'or écrites par le Club des cardiologues du sport et qui sont largement diffusées par l'association Fabrice, eh bien, tout symptôme anormal à l'effort doit surprendre et alerter le sportif. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter dès qu'on a quelque chose. Ça veut dire que quand on a quelque chose qui n'est vraiment pas normal, du genre, cette côte que je montais en courant sans trop de mal, tiens, aujourd'hui c'est bizarre, mais à la moitié, j'ai eu les pattes coupées, j'ai eu une barre dans la poitrine. Ah ben, je me suis fait larguer par les copains alors que d'habitude j'y suivais. Même chose en vélo et tout. Je me dis, bon, très bien, ça peut passer. Je recommence le lendemain, c'est pareil. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, il faut le respecter. Rendez-vous compte que dans 40% des cas des morts subites de sportifs, 40%, 4 sur 10, les gens ont eu un symptôme avant. Hein, pas forcément important, mais un symptôme. Donc ça veut dire que si déjà le sportif acceptait le fait que ce n'est pas parce qu'on est sportif qu'on risque rien au niveau cardiaque, il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que les articulations, il n'y a pas que les tendons, eh bien, on pourrait diminuer les morts subites. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, même une fatigue, du mal à récupérer, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, si ça dure 2 fois après 2 entraînements, il faut en parler à sa famille, à son entourage et aller voir son médecin traitant. Ce n'est pas la peine d'aller voir le cardiologue, on va voir son médecin traitant, il est tout à fait compétent pour screener. D'accord. Quel suivi pour la fratrie en cas de mort subite? Alors, le suivi pour la fratrie dans le cas de mort subite, ben aujourd'hui, on est bien embêté parce que Xavier en a parlé tout à l'heure, quand on a vu la famille d'Olivier, effectivement. D'abord, on a senti, excusez-moi, on a senti une grande crainte
Et cette crainte, je la retrouve chez tous les parents de sportifs décédés que j'ai pu voir, surtout quand il y a des frères et des sœurs qui continuent à faire du sport. Et je la comprends, la crainte, je me mets à leur place, j'essaye. Et je me dis que moi aussi, j'aurais peur, hein, si jamais un de mes enfants, je vivais ce drame et que mes autres enfants faisaient du sport à côté, je serais très inquiet. Ben, c'est les examens qu'on a à notre disposition actuellement, qui sont des examens électrocardiogramme de repos, électrocardiogramme d'effort, Holter, échocardiogramme, IRM. Et je sais que ces examens ne vont pas détecter ces maladies génétiques. Si tout est normal, je ne sais pas si la mutation génétique qui est éventuellement en cause chez la personne décédée est présente ou pas dans la fratrie. Et rechercher, c'est chercher une aiguille un peu comme dans une botte de foin, si vous voulez. Si je fais un prélèvement sanguin et je dis, regardez-moi là-dedans si jamais il y a une maladie génétique, ça a très peu de chances d'aboutir et surtout, ça prend à peu près 2 ans. Donc, vous vous rendez compte qu'effectivement, pendant 2 ans, il y a cette crainte. Donc, interrogatoire. Et puis, c'est vrai que je reconnais que la plupart des frères et des sœurs, je les suivais régulièrement chaque année. Ils revenaient me voir et on faisait le bilan. Et je sais que pour eux, en particulier les petits, ce que j'appelle les petits, c'est 14-16 ans, je savais qu'ils me maudissaient le jour où ils venaient me voir parce qu'ils n'avaient qu'une crainte, c'est que je leur dise « il va falloir arrêter le sport ». Ça, c'était leur crainte. D'accord. Dernière question, avant de passer aux questions posées pendant le webinaire. Mais vous en avez parlé déjà un petit peu, c'est lorsque l'on pratique un sport, quelles sont les démarches à effectuer? Faut-il aller au-delà de l'ECG, de la visite médicale avec le médecin traitant? Alors, quand on pratique un sport, il faut faire toujours pareil. Si vous êtes sportif depuis toujours, on ne va pas avoir la même attitude que si vous commencez le sport. Si vous commencez le sport, si vous avez une visite d'absence de contre-indication, il faut un électrocardiogramme. Moi, mon discours, il est très simple. Si la loi nous impose une visite d'absence de contre-indication, on doit faire l'électrocardiogramme. C'est recommandé par la Société européenne et la Société française de cardiologie. On ne la recommande pas pour nous amuser. On la recommande parce que, je vous l'ai dit, c'est le seul examen qui va nous permettre de détecter beaucoup de pathologies cardiaques silencieuses. C'est tout. Or, quel est le problème principal, quoi qu'on me dise? C'est les problèmes cardiaques quand on fait du sport. Un claquage, bien sûr que c'est ennuyeux. Se rompre le croisé antérieur, c'est ennuyeux. Une tendinite d'Achille, c'est ennuyeux. Mais on a mal. C'est facile à diagnostiquer. Nous, on n'en sait rien. La personne n'a aucun symptôme. Et peut-être qu'elle a quelque chose de grave. Donc, c'est l'électrocardiogramme. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Et je suis en train de réfléchir beaucoup à essayer de faire passer ce message. Je ne suis pas le seul, les Américains sont en train d'y réfléchir, qu'au moins une fois dans la vie des jeunes, on fasse un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme une fois dans la vie de tous les jeunes, sportifs ou pas sportifs, puisqu'on pourrait détecter beaucoup de maladies génétiques silencieuses. D'accord. Perrine, tu veux passer la main à Éric Girard? Oui, il a demandé à parler. Donc, Éric Girard, on vous entend si vous désirez poser une question. Bon, eh bien, il a posé des questions à l'écrit. On ne vous entend pas. Donc, on va prendre la prochaine question. Donc, si tu arrives à avoir les questions d'Éric Girard. En tout cas, il les a passés par écrit. Peut-être que Perrine va nous les donner par écrit. Oui, tu passeras les… Voilà. Bon, je vais enchaîner du coup sur la première question qui avait été posée. C'est quel est le coût d'un défibrillateur? Donc, je pense que… c'est à peu près entre 1500 et 2000 euros. En moyenne, c'est dans les 1600, 1700 euros, un défibrillateur. D'accord. OK. Pour Arnaud, une question a été posée. Est-ce que c'était un arrêt cardiaque prolongé? Je ne sais pas trop. Je ne peux pas trop vous dire, je n'ai pas de souvenir. Je sais que j'ai été pris en charge rapidement, donc, parce que je n'ai pas eu de séquelles. Je n'ai pas eu de séquelles derrière, en fait. Je n'ai pas eu de coma ou voilà. D'accord. Je lis une question pendant que vous y êtes. Excusez-moi, Elisabeth, de M. Dubost. Une maladie cardiaque génétique peut se déclarer et apparaître à tout âge. Oui, on peut avoir la mutation génétique. Alors,
En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ma réponse n'est pas tout à fait juste. Vous avez la mutation génétique. Cette mutation génétique va s'exprimer, c'est-à-dire que vous allez avoir les anomalies plus ou moins tôt. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une mutation génétique, faire un électrocardiogramme à un enfant de 12 ans ou de 13 ans, il n'y a rien. On lui refait l'électrocardiogramme à 18 ans, on voit apparaître l'anomalie. Et par exemple, nous, on arrive à découvrir des anomalies, des maladies génétiques qui existaient depuis le début, mais très tardivement, 45 ans, 50 ans, 60 ans, ça nous arrive chez des sportifs. Donc, la mutation, on l'a à la naissance, bien sûr, mais elle peut apparaître plus ou moins tôt et de façon plus ou moins grave. D'accord. Je vais passer à la question d'Éric Girard. Analyse génétique et présence du gène PKP2 chez moi, son père, et ayant entraîné une DAVD sur mon fils Romain, 18 ans, et son décès. Lui était sportif et moi non. Avons-nous un peu avancé sur ce gène et les conséquences sur les sportifs? Alors oui, Eric, c'est une question importante. Effectivement, on a avancé. On sait aujourd'hui qu'il y a des maladies cardiaques chez qui la pratique sportive, alors des maladies génétiques, chez qui la pratique sportive aggrave la maladie. Et la maladie arythmogène du ventricule droit, donc, ou la dysplasie, c'est peut-être ce dont on vous a parlé, c'est celle qui concerne la mutation PKP2, justement. Et on sait qu'aujourd'hui, chez ces gens-là, quand on détecte la mutation, qu'il y ait des manifestations, qu'il n'y en ait pas, on leur demande de ne pas faire du sport intense, que ce soit en compétition ou en loisir, et de limiter la quantité de sport à environ 4 à 5 heures par semaine, 4 fois 1 heure ou 5 heures, mais tout en restant à un niveau d'essoufflement modéré, un petit peu ce qu'on a recommandé à Arnaud. Alors pourquoi est-ce qu'on recommande toujours de rester en dessous d'un essoufflement important? Parce qu'au-delà de l'essoufflement important, on libère beaucoup d'hormones. Vous savez, c'est l'adrénaline dont tous les sportifs parlent. Ça m'a donné une bonne décharge d'adrénaline, nous disent-ils. C'est très bon pour faire de la performance, mais par contre, c'est très bon pour déclencher les arythmies aussi. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de rester en dessous. Mais oui, dans la maladie arythmogène du ventricule droit, on n'a pas beaucoup de pathologies pour l'instant, mais parce qu'on ne s'y était pas intéressé. On a des preuves formelles que la pratique sportive intense peut aggraver la pathologie. Donc, on recommande de ne pas en faire. Merci. La question suivante de Stéphanie Paré. Qu'en est-il des week-ends d'initiation au sport en sécurité? Alors, ces week-ends d'initiation au sport en sécurité, je les connais bien et merci à Stéphanie d'être présente, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on avait mis en place. Stéphanie était responsable d'une association qui s'appelait Bien Vivre le QT long, et c'est une autre maladie génétique. Et donc, devant cette problématique où on interdisait tout à ces gamins, on s'était posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas apprendre aux gamins à bien faire du sport? Et on avait mis en place des week-ends. Donc, ça me semblait une bonne solution. C'est une attitude qui, à mon avis, mériterait de perdurer. C'est-à-dire que là, c'est autre chose. Ce sont des jeunes qui ont une maladie génétique à risque d'accident, mais on sait qu'on peut leur apprendre à faire de l'activité physique tout simplement parce que notre crainte, c'est que ces jeunes, s'ils ne bougent pas, se retrouvent confrontés à un surpoids, voire une obésité, éventuellement un tabagisme. Tous ces facteurs de risque qui auront leur poser un autre problème que leur maladie génétique, alors que tout le monde peut faire du sport. Mais il faut apprendre comment le faire en fonction de ses capacités. Donc, ces week-ends, c'était quelque chose qui avait bien marché. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de réfléchir. Ça pourrait être une autre réflexion, Elisabeth, qu'on pourra avoir un jour. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses à faire. Une question encore. Enfin, c'est témoignage de Sylvie Breu. Donc, son fils Antoine est décédé en 2009 à 17 ans. Donc, à l'époque, on leur avait dit qu'il y aurait peut-être des explications des années après suite à des prélèvements. Donc, Madame Breu nous demande si, voilà, nous sommes en 2021, est-il encore envisageable d'avoir des pistes? Alors, en ce qui concerne le décès de votre fils, tout dépend des prélèvements qui ont été faits, d'abord, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ces prélèvements sont faits et conservés dans des bonnes conditions? Donc, voilà un petit peu les questions qui se posent. Actuellement,
on peut revenir un petit peu en arrière au niveau des analyses génétiques, mais il faut bien sûr que ce soit des prélèvements faits dans des bonnes conditions et surtout stockés dans des bonnes conditions. Hein, c'est un tout petit peu ce problème. Et c'est vrai qu'au niveau pour être très clair avec vous, on n'est pas toujours aidé par les pouvoirs publics. Hein. Tout à l'heure, Tina Blaise en a parlé un petit peu, mais même au niveau des autopsies, parce que faire une analyse génétique aujourd'hui, alors dans l'étude résoudre, le problème ne se posera pas puisque les analyses génétiques vont être prises en charge par l'étude. Mais à chaque fois, enfin souvent, ça m'est arrivé d'avoir une fin de non-recevoir du procureur qui ne voulait pas prendre en charge l'analyse génétique. Et donc, on a une association, nous, l'Association régionale de médecine du sport, et on a pris de mémoire 3 ou 4 fois en charge les frais de l'analyse génétique pour les familles qui ne pouvaient pas le faire. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps encore, l'analyse génétique, on avait du mal à en entendre parler au moment des autopsies. Donc là, on a encore beaucoup de travail à faire. Et peut-être que si Résoudre montre un résultat important, comme je l'espère, peut-être que ce sera systématique et comme ça, la boule de neige va prendre de l'ampleur pour la suite. Merci. Encore une question. Quel serait le meilleur dépistage de la DAVD chez les jeunes? Est-ce enseigné dans la formation des médecins traitants, médecins du sport ou pédiatres? Alors, la DAVD, c'est la dysplasie érythmogène du ventricule droit. C'est la maladie dont j'ai parlé précédemment suite à la question d'Éric avec cette mutation. C'est une mutation qui concerne, pour ceux qui s'intéressent, il faut savoir que les cellules cardiaques sont serrées les unes contre les autres. Et puis, il y a une mutation qui fait qu'elles se desserrent. Et se desserrant, il y a de la graisse qui s'infiltre entre. Et cette graisse va favoriser les arythmies cardiaques. De façon très schématique, voilà comment ça se passe. Et on peut les détecter par les antécédents familiaux. C'est pour ça que surtout, quand on vous pose la question, quand le médecin vous pose la question, est-ce que dans votre famille, quelqu'un est décédé en faisant du sport ou en faisant de l'activité physique, répondez oui, ne nous le cachez pas. Parce que, en fin de compte, c'est vous qui prenez un risque, parce que nous, donc, les antécédents familiaux de mort subite, les antécédents familiaux de pathologie, si on sait qu'il y a une maladie génétique dans la famille, on va le rechercher. Et puis, autrement, il y a l'électrocardiogramme qui peut nous montrer des anomalies. Les anomalies, elles sont apprises, oui, dans la base de l'électrocardiogramme. Et en particulier aux pédiatres, pour la bonne raison que, enfin, en tout cas, moi, je sais que je participe à plusieurs formations auprès de pédiatres sur le plan de la visite pour l'enfant au sport et je leur montre bien quelles sont les anomalies de l'électrocardiogramme. Mais l'électrocardiogramme n'est anormal que dans 70% des cas, 70% des cas de la DAVD, de la maladie érythmogène du ventricule droit. Merci. Je vais vous lire le petit message d'Éric Ménadier, qui est médecin à la Fédération française de cyclisme et qui accompagne le projet Résoudre du professeur Carré. Merci pour ces témoignages poignants qui expriment bien la réalité de ce drame que peut être la mort subite. François nous dit que les sportifs pensent toujours qu'il leur arrivera rien. C'est notamment le cas de sportifs accros qui ont du mal à accepter, voire refusent parfois la contre-indication portée suite à un diagnostic de cardiopathie arythmogène. Entendre ces témoignages permettrait-il à ces sportifs de mieux accepter leur propre situation? Alors, tout d'abord, un grand merci à Eric, parce que Eric nous a soutenus et nous soutient très fort pour Résoudre. Et c'est formidable d'avoir la Fédération française de cyclisme. C'est formidable. Ça doit être la première fois, je crois, qu'une étude sur la mort subite en particulier est soutenue par des fédérations sportives. Ça peut vous surprendre pour ceux qui ne connaissent pas ce monde, mais moi qui connais bien le monde des fédérations, c'est la première fois, et même le ministère des Sports aussi nous a soutenus. Donc, c'est des messages forts, à mon avis, c'est-à-dire que le monde sportif décide enfin, alors qu'avant, on avait peur d'en parler. Je vous assure que, je me rappelle, j'avais proposé, c'était avec Pascal Cando, justement, dont on a parlé tout à l'heure, Pascal Cando, qui était un bon ami à moi. Et c'est avec Pascal qu'on avait pu forcer les portes du Comité national olympique et sportif français pour faire une journée sur la mort subite. Et personne ne voulait en entendre parler. Ah non, surtout, il ne faut pas en parler, ça va faire peur aux sportifs. Faisons peur et montre-leur qu'on peut éviter que ça arrive. Donc, Eric a raison. C'est un drame pour un sportif chez qui on détecte une maladie cardiaque. Je le comprends parfaitement. Je me rends compte de ce que c'est, mais il faut qu'ils comprennent que notre but à nous, médecins, c'est de faire en sorte que les gens ne meurent pas. Donc, de temps en temps, on est un peu dur, on explique qu'il vaut mieux arrêter le sport. C'est pas jamais par plaisir, jamais par plaisir. Merci.
Une question de Frédéric Donche qui nous dit qu'il a été victime d'une mort subite récupérée et qu'il n'est pas suivi dans une étude clinique ou autre, et il pose la question de savoir comment puis-je aider la recherche. Oh, c'est une question difficile, Frédéric, là, que vous me posez. Ben, je crois que vous avez vu, on a un exemple parmi nous ce soir qui est Xavier, qui s'est posé la question pendant longtemps comment il pouvait aider, comment il pouvait faire, mais même les exemples de Virginie, de Laurent, de Tina montrent que on a toujours besoin d'aide. Hein. Si on est là ce soir, en partie, c'est aussi parce que l'étude Résoudre, d'abord, veut remercier les gens. Je sais qu'il y en a pas, j'ai le nom des participants, donc j'ai repéré qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous ont aidés pour cette étude et je tiens vraiment à les remercier. Et je crois, Frédéric, ben c'est ça, il faut, après, si vous avez des idées, que ce soit nous, que ce soit moi, que ce soit Elisabeth, vous pouvez nous en parler. Et on peut vous guider un petit peu si vous avez une idée. Mais ce n'est pas moi qui peux vous dire comment aider, comment peut-on aider vraiment la recherche en général. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sans vous, on ne fait rien. Hein, ça, c'est sûr. Parce que, on a besoin de vous, mais pas que pour les sous. Les témoignages que vous m'avez donnés ce soir, je peux vous dire que ça ne me donne qu'une envie, c'est de la faire, cette étude, et de la mener à bien et qu'on ait des bons résultats. Ça ne peut que me motiver. Hein. Et si je continue d'ailleurs, alors que tous mes bons amis me disent qu'à mon âge, mon grand âge, je ferais mieux de m'arrêter un petit peu, eh bien, tant que Résoudre ne sera pas fini, je ne m'arrêterai pas. Ça, c'est sûr. Alors, la question de Laurent Zucco sur il fait partie d'une industrie pharmaceutique qui était de savoir comment aider le projet de recherche. Si vous voulez, on peut en rediscuter, mais c'est effectivement, c'est un soutien qui peut être financier ou qui peut être dans l'action, communiquer, rendre visible. Donc, voilà, participer avec nous aux différents événements. Enfin, voilà, vous avez le choix, mais en tout cas, on peut en reparler ensemble et n'hésitez pas à m'envoyer un message. Tout le monde est bienvenu, Laurence. Tout le monde. C'était très, très fort. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que j'ai répondu? J'ai posé toutes les questions? Je pense que oui, j'ai fait un petit peu le tour. Je crois que j'ai vu passer une question encore de Stéphanie, pareil. Donc, qui s'adresse à toutes les associations présentes ce soir. Donc, les associations présentes seraient-elles intéressées pour nous aider à remettre en route ces week-ends de sport en sécurité? Le message est passé. Voilà, le message est passé. C'est une question ouverte. Voilà, continuez à nous accompagner. Je sais aussi que d'autres associations, comme par exemple l'association de Laurent Dubos, Cardiaque Ventoux, est intéressée. Donc, écoutez, n'hésitez pas à rentrer dans cette aventure. Et en tout cas, c'est très fort et on va continuer, nous, à avancer avec le professeur Carré, avec les associations, à essayer de mettre en place des événements sportifs, mais aussi comme par exemple avec GHW ou avec Virginie ou avec Laurent, des événements sportifs, mais aussi voilà, des interventions concernant les gestes qui sauvent, parce qu'on revient, on va terminer sur ces fameux gestes qui sauvent qui sont tellement importants, puisque on l'a entendu ce soir tout au long du webinaire, le témoin, le citoyen sauveteur peut sauver des vies, et donc n'hésitez pas à vous former. Et n'oubliez pas voilà, qu'il y a 3 gestes pour sauver une vie, c'est appeler, masser et défibriller. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à la Fondation ou aux différentes associations qui ont participé ce soir au webinaire. Et en tout cas, on est à votre disposition pour continuer à échanger sur ce projet de recherche et sur la mort subite du sportif. Merci à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, vous pouvez tous être ou avoir besoin un jour d'être citoyen sauveteur. Ça n'épargne personne. Donc, merci, un grand merci et puis à très bientôt de toute façon.